Avant de commencer la conférence elle-même, juste une petite mise à jour sur le calendrier et les dates importantes à venir dans ces 7 ou 8 prochaines journées. On a en ce moment une grève des livreurs Smooth qui dénonce le fait qu'ils sont sous-payés et qu'ils ont des très mauvaises conditions de travail. Ils sont mis en grève il y a une dizaine de jours. Ils ont plusieurs piquets à différents endroits à Lausanne et dans 5 autres villes romandes. Et ils ont en ce moment une pétition qui tourne en ligne. Donc si vous voulez la signer, vous êtes bien entendu remercié de le faire. Ce vendredi à 18 h, il y aura une autre conférence à l'EPFL organisée par Unipoli qui s'appelle Faire sauter la banque, dans laquelle il y a aussi des gens de la grève du climat qui sont impliqués. C'est avec un lanceur d'alerte qui était un ex-banquier à HSBC qui vient parler de ses aventures et de ses expériences de vie. Il s'appelle Jérémy Désir. Il a quelques interviews aussi en ligne si vous voulez regarder avant d'y aller. Et ce samedi 20 novembre, de 11 h à 13 h, à Genève, il y aura un rassemblement de Fora Bolsonaro, qui veut dire dehors Bolsonaro en portugais, organisé par le comité international Lula Livre à Genève. Ce sera un rassemblement devant l'hôtel Président Wilson pour dénoncer les agissements du président brésilien sur notamment la mauvaise gestion de la crise Covid avec plus de 600 000 décès au Brésil, la mauvaise gestion de la biodiversité brésilienne, donc plus proche de ce dont on va parler ce soir. Il y a également une commission d'enquête parlementaire brésilienne qui accuse le président de crimes contre l'humanité, de prévarication, de charlatanisme et d'incitation au crime. Et ça va être continué en cours international à La Haye. Donc voilà, c'est samedi de 11 h à 13 h à Genève. Et finalement, lundi prochain, le 22 novembre, on a le Cercle Rosa Luxembourg. Nous organisons une discussion ouverte sur la COP26, animée par Robert, là ici présent. Et vous êtes bienvenus à vous joindre à nous. Ça sera à 20 h à rue Chaumet 1 à Lausanne, donc juste à côté de la gare. Voilà, alors pour ce soir, on accueille Milo Probst qui s'est déplacé depuis Bâle. Bonsoir, salut, bienvenue Milo. Milo est historien, tu es auteur d'une thèse à l'université de Bâle sur la critique environnementale dans l'anarchisme de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Tu as également publié un livre qui est ici, Für einen Umweltschutz der 99%, c'est juste pour une écologie des 99%. Merci Brice. Tu as dit que c'est un allemand accessible, non Brice? Pour un Belge qui a travaillé l'allemand. Oui. Pour un Belge qui a travaillé l'allemand. Milo, tu es également actif dans le mouvement climat depuis plusieurs années. On est ravis de t'accueillir pour nous parler de tes recherches. Le contexte étant bien entendu les crises écologiques, pas que le climat, la 6e extinction de masse qui est en train de s'enclencher, pollution généralisée, épuisement des sols, perturbation des cycles d'eau, acidification des océans, etc., qui sont bien entendu d'origine humaine, mais plus précisément liées à des questions fondamentalement sociales, des questions d'organisation de la production et de système énergétique et système de consommation, et plein d'autres dynamiques qui sont purement de l'ordre de l'organisation entre les êtres humains dans des systèmes économiques. Ces questions de lien entre questions économiques, politiques et écologiques sont donc au cœur de tes travaux, Milo. Et la bonne nouvelle, c'est que les organisations sociales ne sont pas gravées dans la roche, il n'y a pas de loi immuable, donc autant en discuter et voir si on peut essayer de limiter les dégâts écologiques. Donc tu t'es penché notamment dans tes recherches sur les luttes de la gauche radicale, anarchiste, socialiste, anticapitaliste dans leur ensemble, historiquement, afin de comprendre les avancées sociales de ces mouvements et ce que ça implique pour l'écologie aujourd'hui, notamment comment s'organiser en tant que 99%, donc par référence aux 1% qui contrôlent la plupart des ressources, comme on le sait, etc. Donc voilà, comment articuler un bloc contre-hégémonique afin de promouvoir et développer des alternatives au système actuel. Enfin, on a des hautes attentes, donc Milo, à toi la parole. Et ensuite, on ouvrira pour les questions-réponses du public. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Ravi d'être ici. On m'entend bien comme ça? C'est bon? Ouais, donc peut-être juste une petite correction. La thèse, elle n'est pas encore écrite, donc malheureusement. J'aurais bien aimé, mais voilà, elle n'est pas encore écrite. Mais ça fait juste la transition vers le livre. C'est donc un livre que j'ai écrit sur la base des travaux que j'ai pu mener dans le cadre de ma thèse et qui est une tentative d'utiliser ces travaux et ces exemples historiques pour pouvoir réfléchir sur le présent. Et je vais encore rebondir sur ça ou revenir sur ça dans la suite de mon présentation.
Donc ça, c'est, si vous voulez, comme une première origine de ce livre. La deuxième origine, c'est bien sûr aussi mon engagement politique et justement la nécessité que je ressens pour justement de réfléchir sur le présent à partir aussi des luttes du passé, mais aussi surtout aussi des exigences et des nécessités politiques actuelles. Et bon, je pense, je dois pas revenir sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines à Glasgow, donc lors de cette 26e COP, cette conférence sur le climat qui s'est soldée, comme vous l'avez certainement entendu, par un échec, si on peut parler d'un échec, parce que c'était quand même assez prévisible, ce résultat. Et je pense que ce résultat est prévisible parce que, et je vais revenir, il y a une contradiction fondamentale entre notre modèle social, notre modèle de produire pour du profit et les nécessités de la majorité de la population et les besoins, si vous voulez, de la terre ou des écosystèmes. Donc, ce livre, comme ça a été dit, il n'est pas encore traduit, donc c'est un peu difficile. Je vais juste de le présenter en français. Je vais essayer de présenter les thèses principales de ce livre. Je m'excuse aussi si c'est un peu trop simpliste pour vous. Peut-être, je suppose que quelques-unes et quelques-uns ici sont déjà assez au courant des discussions actuelles sur le mouvement climatique, etc. Mais je vais quand même essayer de poser quelques bases. Et c'est d'ailleurs aussi le but de ce livre, c'est pas de donner des réponses toutes faites, mais c'est surtout d'engager ou d'animer des discussions entre militantes et militants. Voilà. Donc, je vais commencer en présentant les 3 prémices qui forment partie de ce livre. Et ensuite, je vais essayer d'élaborer un peu plus sur ce que j'entends sur, si vous voulez, l'écologie des 1%, ce que j'entends par l'écologie des 99%, et ensuite conclure avec quelques réflexions. Donc, les 3 prémices. La première prémisse, elle part en fait du constat que nous ne nous trouvons pas tous et toutes dans le même bateau. C'est un discours qu'on entend encore souvent, non? Même par exemple ces dernières semaines à la COP à Glasgow, le discours qui nous dit que nous serions tous concernés également par la crise climatique, par la destruction de la planète. Or, ce n'est pas le cas, vous le savez tous et toutes, on est très inégalement concernés par la destruction climatique et écologique. D'ailleurs, surtout les populations des pays du Sud qui sont les premiers concernés. Et dans ce cas-là, c'est même dangereux et je trouve assez problématique de parler d'une crise à venir parce que c'est très important à le souligner, on est en train de vivre cette crise et une grande partie de la population est en train de le vivre depuis des années. Donc, ça nous demande aussi une réflexion sur comment articuler nos discours politiques, parce que souvent on entend ici dans les pays du Nord, ouais, c'est la dernière chance, etc. Ben oui, pour certains et certaines, c'est plus la dernière chance, c'est déjà arrivé. Donc, c'est la nécessité de penser la lutte écologique à la fois de la projeter vers l'avenir, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter le pire, mais en même temps aussi d'essayer de réfléchir sur comment construire une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire dans un présent marqué par la destruction climatique. Donc, la première prémisse, c'est en fait de penser l'écologie comme un moment dans la conflictualité, c'est-à-dire de penser l'écologie pas comme un projet qui nous unirait tous et toutes, mais un projet qui passe par des conflits sociaux. C'est la première prémisse. La deuxième prémisse, elle en découle directement, c'est de penser ces conflits sociaux qui existent partout, de les penser en lien avec la question climatique, premièrement, et deuxièmement, de les articuler ensemble dans un projet politique commun. Et
bon, pourrait aussi l'expliquer ou le nommer comme l'écologie comme un problème d'intersectionnalité. Certains connaissent certainement ce mot. Ce qui est important pour moi quand je parle de l'écologie des 99%, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui nous unirait déjà actuellement. C'est un projet politique, encore une fois. C'est donc un projet d'articulation, de mise en lien, de construction d'alliances par le bas, par les luttes sociales, par les mouvements sociaux. Troisièmement, et ça a été mentionné par Victor dans l'introduction, je pense qu'on peut partir de l'histoire en réinventant, en inventant ce projet politique. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, qu'il faut inscrire l'écologie des 99% dans une tradition émancipatrice. C'est d'ailleurs c'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs discours qui essayent de rompre avec cette tradition, de rompre avec une tradition de lutte sociale, de solidarité et d'émancipation. Donc, à mon avis, c'est dangereux de procéder de cette façon-là. Et deuxièmement, je pense que c'est nécessaire justement de concevoir ce projet politique comme un projet qui prolonge les luttes et les traditions de la gauche. Voilà, dans la gauche, voilà, les valeurs de gauche, je veux dire, hein, le féminisme, l'antiracisme, l'internationalisme, le décolonialisme, etc. Or, il y a quand même un problème, c'est que les luttes du passé ont en grande partie échoué à prendre en compte les questions écologiques. Tous les mouvements dominants de la gauche, c'est-à-dire la social-démocratie, le communisme, les grands syndicats, n'ont pas réussi ou pas voulu lier les luttes sociales aux luttes écologiques. C'est un constat qu'il faut faire avec toute cette clarté, et il faut tenir en compte, si on veut justement construire un projet politique de gauche qui soit à la hauteur des enjeux écologiques. Mais n'est-ce pas en contradiction avec ce que j'ai essayé de mentionner au début, avec ma tentative de revisiter le passé? C'est pas une contradiction entre à la fois cette inscription dans la tradition et en même temps cette nécessité de rompre avec quelques mécanismes et quelques schémas de la gauche traditionnelle. Je ne pense pas, parce que l'histoire n'est jamais écrite complètement. Il y a un grand philosophe que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle Walter Benjamin, qui était un philosophe allemand et juif, et qui, dans les années 30, à Paris, commence à s'intéresser aux socialistes utopiques. Et dans un de ces fragments qu'il écrit, il décrit, et en même temps, il faut dire qu'il essaie de critiquer fortement la tradition social-démocratique et les communistes et les marxistes orthodoxes, si on veut. Et dans un de ces passages, il écrit en fait que la tradition marxiste dominante a considéré la nature comme quelque chose d'exploitable, comme quelque chose qu'on peut dominer. Et il dit que, comparé à cette idéologie de la domination, les socialistes utopiques, qui ont été en fait tournés ridiculisés, qui ont été ridiculisés par ces marxistes traditionnels, en fait, ont eu quelque chose de très très raisonnable. C'est-à-dire que ces socialistes utopiques ont essayé de concevoir, d'imaginer des utopies qui ont des liens de coopération avec la nature et pas d'exploitation. Et c'est en fait ce que j'essayais de faire aussi dans ce livre, c'est-à-dire de revisiter le passé et de regarder des exemples du passé qui à la lumière des enjeux actuels, ont une actualité qu'on ne leur concédait pas auparavant. Et je peux te donner des exemples par la suite, mais
c'est quand même aussi le sous-titre de ce livre que j'ai maintenant du mal à traduire. Eine historische Spurensuche, une recherche de traces, des traces historiques. Voilà, donc c'est ça que j'ai tenté de faire. Maintenant, je peux essayer d'aller assez vite sur, donc, encore une fois, la critique que j'adresse au discours écologique dominant. C'est donc ce qu'on pourrait appeler un écologisme des 1%. Déjà, c'est important de même mettre en question ou de questionner le fait qu'il y aurait une politique climatique ou écologique des 1%, parce que c'est déjà beaucoup dire. Ce qu'ils sont en train de faire, les classes dominantes, ce n'est pas une politique climatique à proprement dire, c'est juste quelques mesures, mais des mesures climatiques, écologiques, qui perpétuent, reproduisent ou recréent de la domination et de l'exploitation. Et ça, c'est aussi dans une continuité historique. On peut faire des exemples, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple sur la création des parcs nationaux partout dans le monde, donc avec le projet de créer des espaces naturels protégés. Or, la conséquence de cela a été d'expulser les populations locales de ces parcs nationaux. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a, par exemple, en Afrique, des parcs nationaux qui sont gardés par des gardes armés contre les populations locales qui sont obligés de vivre des produits de la terre ou du gibier, etc. Donc, il y a une longue continuité de cette forme de protection de la nature qui est en fait aussi inscrite dans des rapports de domination. Il y a un autre exemple, c'est le concept même de soutenabilité. Le concept vient en fait de la foresterie allemande du XVIIe et XVIIIe siècle. Là, ce sont des gardes ou des scientifiques en fait qui ont élaboré des moyens d'accroître le rendement des forêts, des rendements qui ont été utilisés pas pour les besoins locaux, mais pour l'armée, pour la minerie, etc. Et ces moyens de gestion des forêts ont eu pour conséquence que les populations locales ont été exclues de l'utilisation de ces forêts. Et on trouve, j'ai une collègue qui étudie ça par exemple pour la région de Bâle, on trouve jusqu'au 19e siècle des grands conflits dans les forêts parce que les populations locales doivent utiliser ces ressources pour se chauffer, pour construire des outils, pour construire des maisons, etc. Or, tout ça a été progressivement interdit. Et voilà, on peut continuer toute cette histoire donc, de ces politiques soi-disant écologiques, soi-disant sauveurs du climat, qui en fait reproduisent des rapports néocoloniaux, racistes, sexistes, classistes. Et juste un dernier exemple de l'actualité, on a au Guatemala actuellement un conflit minier dans une région où une entreprise qui a son siège à Zug, qui s'appelle Solway Investment, qui exploite une mine de cuivre. Non. Si. Cuivre. Je suis pas sûr. Oui, je sais, mais je suis pas sûr si c'est du cuivre. Je suis pas sûr, mais c'est une mine qui utilise un matériau pour produire des batteries, par exemple, pour les voitures électriques. Et cette mine ou cette entreprise a été interdite d'exploiter parce qu'elle ne consultait pas les populations indigènes sur place. Or, elle continue d'exploiter et donc il y a eu un conflit, il y a des manifestations et l'armée est intervenue et l'état de siège a été décrété. Donc voilà, donc on a un de ces conflits qui surgissent à cause d'une très lente transformation du capitalisme vers des technologies plus écologiques.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que une transformation sociale et écologique doit rompre avec cet ordre dominant, doit rompre avec cette logique du profit, et que cela passe seulement par la création de liens, par des alliances entre différentes luttes sociales. Et toutes ces luttes sociales ont en fait directement ou indirectement à voir avec la question du rapport à la nature. Et c'est ce que je vais essayer encore de développer un peu, c'est-à-dire de développer une analyse du capitalisme qui tient en compte ce fait, qui tient en compte le fait que le capitalisme n'exploite pas seulement les salariés, c'est d'ailleurs un peu peut-être une vision assez simpliste qu'on a parfois, mais que le capitalisme fonctionne par l'exploitation générale du vivant. Le capitalisme est un système qui est basé, comme je l'ai dit, sur la création de profits en exploitant les travailleurs, les travailleuses, payés et non payés, et la nature. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup, cette image. Les écoféministes des années 70 ont développé l'image de l'iceberg, donc un iceberg qui est donc en grande partie sous l'eau. Et donc la pointe de l'iceberg, c'est en quelque sorte l'exploitation des travailleurs salariés. C'est d'ailleurs ce que justement une vision un peu simpliste et peut-être orthodoxe du marxisme et de la gauche a surtout retenu. Donc c'est justement l'exploitation des travailleuses et des travailleurs dans le rapport salarial. Or, sous l'eau, il y a toute une autre partie cachée, l'exploitation du vivant, c'est-à-dire de la nature, des animaux, et l'exploitation des travailleuses et des travailleurs, et surtout des travailleuses non payées. Et donc, il y a aussi, donc Marx disait donc justement que pour analyser le capitalisme, il fallait sortir de cette image des échanges où tout s'échangerait justement, donc une marchandise contre une autre, etc., qu'il fallait entrer dans les entreprises, qu'il fallait regarder ce qui se passait dans le moment de la production. Donc, il y a ce monde caché souvent, donc de la production, du monde salarial, mais aussi un autre monde caché encore plus, qui se trouve derrière, et qui est donc ce monde où, justement, le vivant, dans sa généralité, est exploité. Donc, ça nous pose aussi la question, qu'est-ce que c'est la lutte des classes? Qu'est-ce que c'est la lutte des classes? Est-ce que la lutte des classes, c'est que la lutte entre des salariés, justement, luttant pour l'amélioration des salaires, pour l'amélioration des conditions de travail? Bien sûr, ça fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. La lutte des classes, à mon sens, c'est une lutte autour du contrôle de la vie, en général. Ça concerne le contrôle de la vie. Ça concerne tout autant des questions de logement, par exemple. Ça concerne des questions, justement, de reproduction, c'est-à-dire du travail non payé, fourni par des femmes surtout. Ça concerne des questions par exemple, de frontières. Aujourd'hui, ce qui se passe en Biélorussie, entre la frontière de la Biélorusse et polonaise, c'est la barbarie. Et c'est quelque chose qui concerne directement la capacité de se reproduire en tant qu'être humain de ces personnes-là. Donc, partir de ce point de vue, ça nous permet, j'espère, donc justement de trouver des liens, de trouver des possibilités de lier des luttes. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, simplement. C'est pas, je veux pas dire, une analyse, même si elle est très élaborée, elle ne remplace jamais la pratique politique. Mais je pense que lier les luttes, donc, c'est une nécessité qui se pose et qui doit être, où on doit trouver des solutions dans les mouvements. Voilà. Et c'est aussi, et peut-être je peux encore élaborer ça, lier lutte, c'est aussi une façon d'éviter que
des revendications sociales sont résolues par l'exploitation d'autrui ou de la nature. Je m'explique. Il y a les luttes syndicales, les luttes de la gauche, de l'après-guerre, donc voilà ce qu'on retient souvent de ces luttes, ce sont en partie résolues, en quelque sorte, par la participation de ces classes sociales à la richesse créée dans les centres du système capitaliste, mais créée aussi par l'exploitation d'autres régions et d'autres personnes. Et donc, on a donc une forme de résolution. Le capitalisme, comme on le dit souvent, est un système très flexible qui arrive à résoudre des conflits, à apaiser des conflits, et en recréant et en les déplaçant, si vous voulez. Et une façon de déplacer justement ces lignes d'exploitation et d'appropriation et de domination, c'est justement dans le temps et dans l'espace. C'est une des caractéristiques du capitalisme, c'est justement de déplacer les contradictions, par exemple écologiques, dans le temps, c'est-à-dire dans le futur, ou justement dans des colonies ou des néocolonies, des pays du Sud. Voilà. Donc, lier les luttes, ce n'est pas seulement une nécessité du point de vue de création d'un rapport de force et de création d'un projet politique alternatif, mais c'est aussi pour éviter justement que ces contradictions se résoudent par la création d'autres, ou la reproduction, la création d'autres rapports de domination. Je vais conclure donc, comme je vous ai dit, c'est pas donc j'essaie pas de donner des recettes. Ce que j'essaye de faire, c'est en fait d'un côté de fournir cette analyse de base, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est reprise de plusieurs auteurs et autrices, sur la caractéristique du capitalisme et les liens structurels qui unissent les différents rapports de domination. C'est un but de ce livre. Et l'autre but, c'est justement de créer des J'étais à Berne il y a une semaine à présenter aussi devant des militantes et des militants de la grève du climat. Et il y a un militant qui l'a formulé, je trouve, assez intelligemment. Il a dit, ouais, si je comprends bien, ça veut dire qu'on doit juste rester attentif, à voir quand ça surgit, quand il y a des luttes qui surgissent, que ça a à voir quelque chose avec nous, en fait. Que donc, par exemple, les luttes antiracistes ont à voir quelque chose avec les luttes écologiques, que les luttes féministes ont à voir quelque chose avec les luttes écologistes, et qu'il y a donc nécessité de s'unir et de construire des ponts et des alliances. Donc, c'est penser les enjeux écologiques comme le point de départ, en fait, d'un projet de transformation. Et dans ce sens, et je peux terminer sur ça, le titre est peut-être même une petite contradiction, parce que si l'écologisme des 99%, c'est pas que de l'écologisme. Justement, c'est donc penser l'écologie, penser à partir de l'écologie, une transformation plus totale de la société. Voilà. Donc, j'espère que ça a été compréhensible et j'espère surtout qu'on aura maintenant des bonnes discussions parce que c'est justement, comme je l'ai dit, c'est ça le but de ce livre. Merci. Merci beaucoup Milo. Tu préfères prendre les questions une par une ou 3 par 3 ? Ouf, ça dépend des questions. Je pense qu'on a le temps, on peut faire une par une, non ? Ouais. Magnifique. Alors, le champ est libre pour les premières questions. Avec Terenia, on en avait préparé quelques-unes. Donc, je me lance d'abord.
Donc c'était très intéressant, merci beaucoup. Je me posais une question, de ce que j'ai compris, tu ne peux pas donner de recettes, mais est-ce que tu as des pistes de comment s'organiser peut-être? Parce que c'est vrai qu'une première étape, c'est de se rendre compte de tous ces liens, d'aller vers les gens, de créer ces liens et voir en quoi ça nous concerne tous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces liens? Est-ce que justement il faut regarder les autres surgir et regarder les nouvelles luttes apparaître, ou est-ce qu'il y a moyen d'être proactif quelque part? Comment est-ce que toi tu envisages ça? Je pense que là, il y a déjà quelques expériences, non? Je pense notamment à la grève de l'avenir qui quand même, où les militantes ont essayé de créer des liens avec le mouvement syndical. Après, le mot mouvement syndical, c'est une autre question, si on peut parler de mouvement syndical en Suisse. Mais en tout cas, avec les syndicats, voilà, donc ça, par exemple, je pense qu'il y a des expériences, et moi j'ai participé à cette expérience à Bâle, qui était quand même assez compliquée. Après, voilà, je pense, il y a plein d'exemples. Il y a des exemples en Allemagne, par exemple, juste pour rester dans le domaine des luttes syndicales. Il y a des exemples en Allemagne, par exemple, chez Bosch à Munich, il y a eu des tentatives de tisser des liens entre le mouvement climatique et des salariés qui luttent contre la fermeture de leur usine. Il y a maintenant un projet chez Daimler à Berlin qui va dans la même direction. Il y a en Allemagne aussi cette expérience de lutte des chauffeurs de bus qui se sont liés, donc les transports publics, qui se sont liés avec le mouvement climatique. Donc je pense qu'il y a Notre-Dame-des-Landes donc je pense qu'il y a plusieurs pistes voilà. Donc on pourrait, je pense que ce qui serait intéressant justement, par exemple, c'est justement discuter entre nous là sur l'expérience de la grève de l'avenir, parce que on en a discuté déjà. Je constate que c'est très différent selon les régions, et il y a des expériences très très différentes selon les régions, et ça pourrait nous enrichir aussi, justement, cet échange. Quand tu as parlé d'écologisme des 1%, moi il y a un nom qui m'a tout de suite sauté au visage, c'est Elon Musk. Une opinion sur Elon Musk? Très vite, ouais, mais et parfaitement, il fait partie de cette écologie des 1%. Mais encore, justement, ce n'est pas de l'écologie qu'il fait. Justement, c'est le projet qu'il a, par exemple, à Berlin. Je vous parlais de Daimler. C'est justement, il est en train de construire son énorme usine dans les alentours de Berlin. Déjà, l'usine en soi, la construction de l'usine a détruit des espaces naturels. Et ensuite, justement, la voiture électrique est en fait un projet de modernisation du capitalisme qui n'a rien à voir avec l'écologie. Voilà. Ça recrée des rapports néocoloniaux, comme je vous ai expliqué avec l'exemple du Guatemala. Ça recrée des rapports d'exploitation. Et ça perpétue le pouvoir des entreprises de l'automobile. Donc ça, voilà. Je pense que c'est vraiment un exemple, hein, très, très clair. Oui, très bien. Est-ce que pour toi le développement durable, donc je peux peut-être préciser ce que je sous-entends par ça, à savoir un développement qui est socialement acceptable, économiquement viable et puis environnementalement soutenable, contribue à perpétuer les conceptions du capitalisme? Je ne sais pas si Alors, définir, c'est assez large. Dans le développement durable, on sous-entend toujours les trois pôles sociaux, environnemental et économiques en partant du principe qu'il y aurait une certaine justice sociale entre les points économiques et sociaux, et puis qu'il y aurait un meilleur respect de l'environnement. Donc, comme tu l'as très bien dit, on sait que c'est le capitalisme qui contribue à l'exploitation du vivant par rapport au travail et à l'environnement. Est-ce que la synergie ou la conception qu'on donne au développement durable, comme je viens de le définir, ça contribue à
à faire en sorte que le capitalisme s'adapte à cela? Ou est-ce que c'est une mauvaise définition ou bien Mais en général, je dirais que oui, parce que la façon dont le développement durable est conçu par ceux et celles qui le mettent en place, en fait, qui ont le pouvoir de le mettre en place, contribue à reproduire les rapports capitalistes. Un exemple, justement, encore une fois, c'est l'électrification des moyens de transport, donc du transport individuel. Ça reproduit des formes de domination en les déplaçant justement vers d'autres régions, vers d'autres groupes de population. Je réponds, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'au sein de ce discours, il n'y ait pas aussi la possibilité de mise en question du modèle. Je nie pas cela. Hein. Il y a certainement des personnes qui pensent, justement, qui à partir d'un discours ou d'une conception de durabilité commencent à mettre en tout cas en partie, à mettre en question ce modèle économique. C'est moi qui prends les Ouais, paroles. si tu veux que je fasse moi la Je peux, distinction. mais je sais pas. Je m'en occupe alors, allez-y, madame. Merci. Je vois que il y a aussi une recherche historique sur l'écologie dans l'anarchisme. Du coup, je me pose la question de l'État dans tout ça. Vu que, en fait, on constate, j'ai l'impression quand même de voir pas mal d'événements internationaux qui s'adressent encore aux États comme s'ils faisaient partie de la solution, alors que pour moi, ils font fortement partie du problème. Donc voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus sur l'orientation générale que devraient plutôt prendre les mouvements, en fait, les mouvements sociaux par rapport à ça? Je sais que c'est pas une question facile. Non, c'est pas une question facile. Je pense. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas précisé hein, quand je parle ici ou dans le livre des exemples ou des exemples historiques de l'anarchisme, ou quand je fais des recherches sur l'anarchisme, c'est pas parce que je suis de l'avis que nous devrions tous devenir anarchistes, même si peut-être ça serait aussi intéressant. Non, mais c'est pas ça le but. Hein. C'est juste d'utiliser ces exemples comme un moyen de réflexion. Après, oui, c'est une question très, très large. Je pense on est dans une situation tellement urgente qu'on ne peut pas se passer des structures étatiques. C'est le premier, et c'est un dilemme aussi, hein, parce que ça pose des questions, des questions d'ailleurs qui se sont posées avec le Covid, hein, des questions de qui prend les mesures, on n'a pas de structure alternative, en tout cas ici en Europe centrale ou de l'Est, de l'Ouest. Et donc, je pense déjà, pour penser les mesures urgentes, on ne peut pas se passer des structures étatiques ou internationales, hein, des coopérations internationales. Mais je pense que quand même, il faut essayer d'avoir une stratégie de lutte qui dans le présent déjà, essaye de rompre avec quelques mécanismes, d'ailleurs d'essayer de démocratiser en tout cas le mode de fonctionnement de la société. Donc je pense que des luttes justement qui mettent en question l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui mettent en question l'autoritarisme, le manque de démocratie sont très urgents, sont très importantes et ne doivent pas venir après juste. C'est pas je pense pas qu'il faut penser en étapes, il faut penser cela en même temps. Et peut-être juste pour conclure, hein, je pense que même l'histoire montre que même des mesures étatiques progressives ont été prises grâce au mouvement critique de l'État aussi, et critique des mouvements de l'autoritarisme de l'État ou de l'antidémocratie des systèmes étatiques. Donc c'est pas une contradiction en soi, je pense.
Mais il faut être pragmatique. Et d'ailleurs, j'ai parfois quelques problèmes avec quelques secteurs de l'anarchisme qui sont intransigeants sur ces questions-là, parce que je pense que c'est plus possible dans la situation actuelle. Merci. Merci pour la présentation, c'était très chouette. Je voulais te poser une question sur un peu la question on va dire, du monde rural. Parce que je sens un peu certaines tensions parfois entre les militants climat et par exemple les agriculteurs, ou les agricultrices. Et autant parfois il y en a qui soutiennent à fond, mais je discutais, je ne sais plus, on a eu cette loi en Suisse là, sur les pesticides par exemple. Je discutais avec un agriculteur qui me disait que lui il soutenait cette loi, mais il n'osait même pas mettre des panneaux parce que ça ne passerait pas dans son bled. Et je me demandais si toi tu y avais un peu pensé, justement on parle de tisser un peu les liens et faire de l'inclusion, etc. Et nous on a quand même une tradition de droite pas mal, on va dire, qui prend pas mal de gens qui sont très proches de la nature aussi, qui ont des savoirs, des compétences et tout. Et je me pose la question parfois comment faire ces liens en fait. C'est une question ouverte. C'est vraiment, elle est ouverte et pour être honnête, je trouve qu'elle est très très importante et qu'on ne se la pose pas assez dans la gauche. Mais j'ai vraiment pas de réponse, sauf dire qu'il y a des mouvements progressistes, même comme tu le dis, hein, dans le monde rural. Mais quand même que l'écologisme est en partie, ou quelques visions dominantes de l'écologie, de la protection de la nature, sont aussi des phénomènes très urbains. Par exemple, la question du loup, juste pour donner l'exemple, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça montre qu'il y a des visions très différentes du rapport entre les hommes et le vivant. Si on est en ville et on veut protéger les beaux animaux, etc., les grands animaux, et si on est justement un berger ou une bergère qui a un rapport très, très, très différent aussi au loup, par exemple. Et ça pose des conflits et qu'on ne peut pas justement résoudre juste en disant ouais, il faut protéger, on n'a pas le droit de chasser le loup plus jamais, etc., parce que c'est un bel animal. Voilà. Donc là, ça pose vraiment des questions très, très intéressantes, mais très difficiles parce que je n'ai pas d'exemple. Monsieur Moi j'aurais une question plutôt autour de la... Oui. Bon, vous avez parlé d'émancipation à un moment donné, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous mettez sous ce terme d'émancipation. Je prolonge ma question. Au fond, vous avez énuméré, vous avez donné ici et là, à plusieurs reprises, différents combats, différentes luttes. Les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes écologistes, évidemment. Et puis les luttes de groupes paysans contre les grandes multinationales, etc. J'entends tout ça et la question qui me vient, c'est au fond, est-ce qu'il y a une unité dans tout ce qui se passe? Ou est-ce que c'est juste des phénomènes disséminés? Et s'il y a une unité, c'est quoi le nom de cette unité? Et à ce moment-là, si tout cela a une unité, moi j'aurais tendance à penser qu'il y en a une. À ce moment-là, quel est le nom de ce contre quoi il s'agit de se battre aujourd'hui? Et alors c'est sûr, ça ne va pas empêcher la fragmentation des luttes, parce qu'il y a toujours des conflits au sein des mouvements en lutte. Les uns veulent diriger, puis les autres disent arrête de diriger tout, donc il y a des conflits internes, ça va souvent recouper des rapports de genre, des rapports racisés, etc. Donc je ne mets pas du tout en cause la question de la fragmentation inévitable des combats, mais en même temps, il me semble que si on ne sait pas son ennemi, on ne sait pas contre quoi on peut se battre. Et chacun se bat dans son petit coin, on brandit des drapeaux, des piquets, mais si on ne sait pas contre qui on se bat, qu'est-ce qu'on fait? On va pas. C'est-à-dire, est-ce que alors je termine ma question. Est-ce que le cœur de la question c'est l'écologie ou c'est autre chose? Est-ce que l'écologie est un aspect d'autre chose hyper important? Puisqu'aujourd'hui on arrive à l'expérience de la finitude,
des ressources planétaires, de leur dévastation sous l'effet de l'exploitation des ressources naturelles. Mais c'est un truc qui est vieux. Vous l'avez souligné, ça a commencé il y a en tout cas 1 siècle et demi, sinon 2. Donc ça fait déjà 2 siècles qu'on démolit, qu'on bouffe, qu'on pille, qu'on dévaste la nature, en tout cas. Et de temps en temps, Dieu sait que ça n'a entre guillemets pas posé de problème. Puis aujourd'hui, on arrive aux limites du truc et on se dit, ah ouais, tiens, tiens. Donc, c'est la question écologique, est-ce qu'elle n'est pas le surgissement d'une autre question beaucoup plus fondamentale? Est-ce que se centrer trop sur l'écologie, est-ce qu'il n'y a pas un risque de diversion par rapport au vrai sujet? Voilà ma question un peu longue, un peu complexe. Mais est-ce que vous saisissez ce que je vous raconte ou pas du tout? Ouais, je pense, je ne suis pas sûr. Donc, c'est la question de l'un et du multiple, si vous voulez, mais parce que vous avez fait un peu de philo, donc ouais. il faut essayer. Oui. Je pense que je me suis fait mal comprendre si je dis qu'il fallait rester à l'état d'une multiplicité de luttes individuelles isolées. C'est d'ailleurs le contraire. J'essaie de montrer que je pense que l'écologie est un enjeu actuel, mais et un enjeu qui sera même actuel encore longtemps, et qui est un moment qui montre justement une contradiction fondamentale entre justement un capitalisme racisé, patriarcal et néocolonial, et donc et les besoins, donc les contradictions entre ce système et les besoins de la majorité de la population. Et je pense qu'autour de ça, donc, peuvent se construire des ponts, des alliances, et voilà, donc je pense qu'on ne peut pas dire que d'avance qu'il y a une communauté d'intérêt, mais que cette communauté d'intérêt doit se construire, comme d'ailleurs le mouvement ouvrier a construit des alliances autour de la question du travail. Ce n'est pas quelque chose qui a été là dès le début, hein, ça a été construit, ces communautés d'intérêt. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Et peut-être Milo, si je veux prolonger deux des sous-questions intéressantes, est-ce que tu as un nom sur ce qui l'unirait et ce contre quoi il y a ce combat? Est-ce que c'est émancipation, exploitation? Est-ce que c'est d'autres je me décrirais moi-même comme éco-socialiste, mais je ne suis pas sûr si c'est le bon concept ou le bon mot. Donc c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je ne l'ai pas mis dans le titre. Après, le débat est ouvert, hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Moi, je l'utilise parfois par manque d'alternatives, parce que je n'en connais pas. Mais voilà, moi je trouve que c'est une question très, très importante. Comment nommer ce projet de société? Si j'ose juste prolonger, est-ce que la précondition de tout ce que vous racontez, ce n'est pas la fin du capitalisme? Mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais, bien vous sûr. ne l'avez jamais dit comme ça. Je voulais juste vous le dire, c'est ça. Mais vous le disiez clairement, il faut commencer par abattre le capitalisme. Ok. Mais je l'ai dit avant, j'ai dit, j'ai la contradiction entre le capitalisme, race. Il y a contradiction de ça. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. D'accord. Ours. Je vais d'abord dire une chose, c'est que c'est pas fait au moment des seuls qui a lu le livre. Pas complètement, hein. Pas complètement, mais parce que je sais l'allemand, c'est ma langue. Hein. Et que comme il est publié récemment, il y a peu de gens qui ont déjà eu le temps de le lire. Et je vous conseille d'apprendre l'allemand. Parce que c'est très bien écrit. Et je voulais savoir si, quand il est traduit, ça c'est la première des questions. Et la deuxième, c'est dans ton approche, tu mets beaucoup l'accent sur les luttes, ce que je trouve totalement juste, mais il faut quand même constater qu'aujourd'hui les luttes sont inégales, ponctuelles, disséminées, et on a très peu de temps, et
dans ton discours toute la question de savoir comment construire à partir de ces luttes éparses quelque chose qui est capable d'agir au niveau des problèmes qui se posent. Tu ne le signales pas. Il y a 30 ans, on a 30 ans pour résoudre par exemple le problème que les problèmes écologiques sont produits par les pays riches, où les conséquences sont relativement lentes, et les conséquences sont déjà là et s'aggraveront de façon à rendre la vie inutilisable dans les régions où les gens ne sont pas responsables fondamentalement de la crise climatique. Ça demande de fait une organisation mondiale. Donc à partir des luttes éparses, il faut arriver à une organisation mondiale de combat, mais dans 30 ans. Donc je vous choque peut-être, mais moi personnellement je ne le vivrai plus, parce qu'au moins 30 ans c'est au-delà de mon espérance de vie. Mais je crois que la question de comment, à partir des luttes éparses qui ne sont pas plus forts maintenant qu'avant, ils sont même dans certains secteurs beaucoup plus faibles qu'encore il y a 30 ans, comment à partir de là arriver à un rapport de force qui joue sur la crise, par rapport à la crise climatique. C'est ça ma question. Est-ce que tu sais que tu n'as pas la réponse, hein, parce que personne là, mais est-ce que tu as des remarques à faire à ce sujet? D'ailleurs, oui, tu as entièrement raison, hein, je ne traite pas cette question, d'ailleurs, parce que je trouve, donc c'était un peu, le livre a été conçu aussi comme un contrepoint vers d'autres livres, textes, etc., d'ailleurs écrits par des personnes que tu connais aussi, ou que certains connaissent aussi, des exosocialistes, qui, je trouve, ont quand même tendance à décrire tout cela un peu dans le vide. C'est-à-dire d'être très programmatique, très intelligent sur toutes ces questions-là, mais de ne pas se poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est-ce qu'il y a des luttes? Où est-ce qu'il y a Donc, c'était un peu, voilà, un contrepoint qui a aussi ses limites, parce que justement, il est aussi conçu un peu contre tous ces autres textes. Mais ouais, il y a des textes quand même très intéressants. Il y a par exemple un livre que j'ai, encore une fois en allemand, je suis désolé, par Klaus Deray, qui est un sociologue allemand, qui a essayé justement l'utopie du socialisme, qui a essayé justement de repenser toutes ces questions de l'autogestion, de comment des structures étatiques, etc., de la production, et de décliner ça à partir donc justement des exigences de la crise climatique. Et je trouve que c'est des questions très importantes. Et là, il y a bien sûr beaucoup à rafraîchir, à réactualiser dans les débats justement je sais pas, socialistes de l'époque, de l'autogestion, etc. Donc il y a plein. Là, on recommence pas de zéro, mais je pense que le but ici, c'était justement aussi d'insister sur le fait que si on ne pense pas au sujet de cette transformation, au sujet collectif, on crie un peu dans le désert. Hein. Voilà. La question de la traduction que vous avez posée. Je sais pas. Tu le je sais pas. Sébastien, tu as une question? Steven après Brice. Juste d'avoir une simple question. Tu parlais de Benjamin qui, dans les années 30, se replanchait sur les grands ancêtres avant certains barbus. Mais quel exemple il y a aussi de mise en réalisation, de rapport avec, je sais pas, les humains et la nature, je ne sais pas comment on les appelle, c'est un autre débat, si tu peux nous en donner quelques-uns, c'est une première chose. Ensuite, alors à nouveau, j'attends pas de toi les réponses, c'est aussi des questions qu'on se pose tous, et on est aussi là pour se poser ensemble. Je vais essayer de la séquencer en trois morceaux. On est dans une situation où une chaîne de production mondialisée, une chaîne de valeur mondialisée, pour prendre l'expression, on le voit aujourd'hui avec l'énorme fragilité de tout ça. Il suffit qu'il y ait un bateau qui bloque le canal de Suez pendant quelques jours, ou un virus qui se répand à la vitesse des Boeing, pour illustrer cette fragilité. Ce qui aussi, alors on peut discuter de quand date la mondialisation, machin et tout, mais on n'a jamais eu un truc à ce niveau-là. Donc alors qu'on n'a jamais eu autant
de production mondialisée, comme ça, fragmentée et autres, mais on n'a jamais eu aussi peu d'internationalisme. C'est un terme que personne n'ose utiliser, et ça se pose, donc c'est la première chose. La deuxième chose qui se pose, je ne sais pas si tu l'abordes dans ton livre, mais c'est une chose sur laquelle je crois qu'on bute tous, c'est l'éléphant dans la pièce. Et c'est l'éléphant qui fait que dans les rapports du GIEC, on n'en parle jamais, si ce n'est de manière très dérivée, par exemple, c'est la question de l'énergie. On parle beaucoup de transition énergétique. Alors aujourd'hui, la transition énergétique, ce serait quoi? D'avoir des bagnoles électriques et tout. Mais l'histoire nous montre qu'en réalité, il n'y a pas eu de transition énergétique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui avec le charbon, même si c'est soi-disant le grand point victorieux de la COP26, il n'y a jamais eu autant d'électricité produite au charbon, jamais eu autant de consommation de charbon dans l'histoire qu'aujourd'hui, alors qu'on associe ça au 19e siècle. Et le nucléaire, on voit avec Macron et compagnie. La question, elle se pose. Alors, on peut dire qu'on peut décroître, relocaliser la production, produire moins, enfin, on connaît tous les slogans. Mais on doit se poser ce problème de l'énergie. Je reviens dans un projet, y compris d'émancipation, comme on veut l'appeler. Et c'est un problème qui est souvent peu thématisé en tant que tel. Et c'est assez décevant, mais c'est pas en plantant des éoliennes, des machins qui fonctionnent à la marée, toutes sortes de choses qui existent, qu'on va résoudre les problèmes. Donc, je ne sais pas si tu y as réfléchi ou comment tu l'aborderais. Et lié à ça, mais pas complètement, mais c'est la question aussi de la reconversion industrielle. Donc, pas non plus cacher les choses, vu l'échelle à laquelle les problèmes se posent et qu'on est déjà dans une dynamique irréversible, il y aura des choses à fabriquer, enfin, donc elles se posent. Et je crois qu'il existe des réseaux, des syndicalistes, des gens qui réfléchissent à ça. Et je crois qu'une de nos tâches, ce sera aussi de les mettre ensemble, ces gens-là, pour qu'ils discutent et réfléchissent ensemble, parce que c'est une question fondamentale. Et aussi pour un peu éviter ce truc, on dirait, bon, on va supprimer des emplois parce qu'on va fermer telle mine, tel machin, tel truc. Donc comment est-ce qu'on peut penser à ça en termes un peu concrets? Et le dernier groupe de questions, qui sont le plus gros, donc tu parles de lutte, enfin, il y a toutes sortes de choses avec lesquelles je suis d'accord avec toi. Mais derrière, je crois qu'on a un autre aspect qu'on n'ose plus soulever, c'est quel est le sujet social de tout ça, d'un changement, une transformation liée à ça, vers quoi? Parce que on n'ose plus parler de socialisme. Alors bon, on parlait de socialisme à l'époque de l'Anthropocène, c'est pas tout à fait la même chose à ce que pensaient les barbus, bon. Mais pas les islamistes, Marx et compagnie, c'est on doit repenser à tout ça, mais l'objectif, il y a aussi une fragmentation qui est parfois liée à l'hyper-individualisme dans le calendrier, il ne faut pas se le cacher, dans certains cas, alors pas toujours, et puis c'est souvent des questions tout à fait légitimes et justes sur lesquelles il faut se battre, mais la manière des fois de le concevoir, maintenant on veut faire converger les choses, et puis en s'imaginant qu'en les additionnant côte à côte, ben, ça crée une sorte de tout. Alors que derrière, c'est aussi une question de pouvoir et donc de rapport de force. Et ça pose le problème d'un sujet social. Donc, qu'est-ce que c'est aussi ce sujet? Je l'ai dit à juste titre, même si on peut discuter dans le détail, que le mouvement ouvrier, le salariat en Europe, en tout cas une partie de l'Europe, a bénéficié de la production de richesses, etc. Je pense qu'il faudrait discuter ça un peu dans le détail. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là. Mais il faut bien avoir un groupe social qui est porteur du changement. Donc, lequel est-il, sans que ce soit simplement une addition de choses disparates? Et je crois que c'est une chose qu'on n'ose pas trop aborder. Alors, il y en a qui l'abordent de manière très dogmatique, je pense que c'est un peu intéressant, mais c'est une question qui se pose in situ, quel que soit le sujet social qu'on voudrait utiliser. Ça n'a jamais d'ailleurs été unifié au sens homogène. Voilà un peu les points. Bon, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je dois répondre. Je peux répondre à toutes. Mais toutes sont très importantes. Peut-être le premier, c'était sur des exemples. J'ai pensé à cela et j'ai aussi pensé à mentionner un exemple que je trouve assez intéressant et qui concerne une question que je n'ai pas soulevée encore. C'est la question de la propriété. Donc voilà, donc j'ai dit que le capitalisme est en contradiction, donc repose sur l'exploitation du travail et du vivant, mais tout le capitalisme est basé sur justement la propriété privée des moyens de production. Merci. Et donc je traite dans le livre un exemple d'une section de l'Internationale, donc la première Internationale, donc celle qui est créée en 1864. Qui dure jusque dans le milieu des années 1870. Et il y a une section à Genève formée par
un internationaliste, un socialiste libertaire, un enseignant de Paris qui a milité à Paris, qui s'appelait Gustave Lefrançais, et qui était exilé communard à Genève, et qui avait une section donc avec d'autres exilés communards et des exilés russes, socialistes russes, et donc qui réfléchissent sur comment construire la société, comment construire ce qu'ils appelaient les services publics, hein, donc ce que devrait prendre en considération donc, la commune, d'ailleurs, donc voilà, la collectivité. Et ils disent la chose suivante, je cite, donc une des tâches un des services publics, et une des tâches donc prises en charge par la commune, c'est la suivante. La surveillance, l'entretien et la conservation des produits naturels du sol, bois, forêts, mines, carrières, pêcheries fluviales et maritimes, s'imposent de soi comme un des plus importants services publics. L'individu et les groupes ayant un absolu besoin de ces produits naturels. Enfin, non seulement les individus sont intéressés directement à la conservation et à la distribution équitable et raisonnée des produits naturels du sol, mais encore la collectivité doit en première ligne veiller à leur conservation et à leur aménagement. De là la nécessité d'un service public se rattachant à tout ce qui concerne cette conservation et cet aménagement. C'est donc une conception d'une propriété collective des espaces naturels, des ressources, des forêts, voilà, etc. Et donc d'une prise en charge collective de ces ressources à partir justement du cycle de reproduction de ces écosystèmes. Et c'est juste pour donner un exemple, comment donc à cette époque-là, on essayait déjà, de façon assez embryonnaire, hein, de lier donc justement des questions de propriété à des questions d'aménagement et de conservation, comme il l'appelle, des espaces naturels, ou des écosystèmes, comme on dirait aujourd'hui. J'aimerais aussi un peu rebondir sur la question du sujet, parce que bon, la question énergétique, elle est très importante. Hein, on peut en discuter tous ensemble aussi. Mais je trouve, parce que elle aussi, la question du sujet, elle est vraiment, d'ailleurs aussi, elle fait partie du livre. J'essaie de traiter cette question. Il y a un problème fondamental, c'est que le sujet révolutionnaire, si on veut, de l'histoire a été très très lié, et d'ailleurs ça fait un peu le lien avec la question énergétique, est très lié au centre du capitalisme fossile. Il y a des travaux qui le montrent très bien, hein, que d'ailleurs l'avant-garde du mouvement ouvrier était souvent formée de travailleurs, travailleuses de l'automobile, des mines, de la chimie, qui est d'ailleurs aussi très liée aux énergies fossiles, etc. Donc, on a effectivement un sujet politique qui s'est construit à partir d'un rapport de pouvoir qui est lié directement à la question des énergies fossiles. Et aujourd'hui, on est quand même face au problème que toutes ces énergies fossiles, ce système de production doit être démantelé, doit être réduit, et que donc on se pose effectivement, je pense, la question de qui va être en quelque sorte l'avant-garde de cette transformation. Et je ne dis pas qu'il ne faut ne pas chercher des liens ou tisser des alliances avec les salariés de ces secteurs-là. Bien au contraire, il faut. Mais je pense, ça c'est une thèse que je vais maintenant juste exprimer, c'est que ces secteurs des salariés ne vont pas être l'avant-garde de la transformation écologique et sociale. Et donc, il va falloir chercher d'autres groupes sociaux et d'autres enjeux politiques qui arrivent à faire coaguler les mouvements et les salariés. Et je pense une des questions centrales, c'est quand même la santé. Et ça j'essaie de développer dans le livre. Il y a quand même, dans la question de la santé, il y a quand même
des enjeux de reproduction sociale, donc du travail des soins, donc les questions féministes. Il y a des questions quand même justement de comment produire. Il y a des questions de la protection de la nature, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc je pense que il y a actuellement une multiplicité des mouvements, mais il y a quand même aussi des points de convergence et voilà, je ne peux pas faire dire plus. Hein. Ouais. Il y avait Steven, Brice, Robert. Steven, essayons d'être concis avec des questions précises, s'il vous plaît. Je vais essayer, mais ça demande quand même un petit développement, parce que, bon, moi aussi je pars du principe qu'effectivement il faut sortir du capitalisme, et ça veut dire mener une bataille, une lutte longue sur 20, 30, 50 ans si ce n'est plus. Mais voilà, il y a l'urgence écologique, et l'urgence écologique elle impose de se définir des luttes, et aussi, ce que pour moi est une forme de tension aujourd'hui, c'est de s'y tenir. Moi je suis aussi militant du climat, et ce que je vois c'est qu'on saute tout le temps du coq à l'âne. Ça veut dire que finalement, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, et en fait, on ne développe pas de front vraiment uni, de vraies alliances qu'on peut en fait établir, comprendre, leur donner une certaine clarté, les développer, et ensuite pouvoir voilà, créer cette rupture. Et moi, si je regarde un peu aujourd'hui les différents mouvements, je vois 5 fronts potentiels. Et je sais qu'il peut y en avoir d'autres, mais voilà, je vais les poser. Il y a effectivement 3 qui seraient un peu en dehors du champ de la grève du climat ou du mouvement pour le climat. A priori, ce serait la question des retraites, qui les lierait directement du coup, aux syndicats et surtout au mouvement féministe, et qui pose effectivement la double question de la production et de la reproduction. Il y a au sein de la grève pour l'avenir la question du temps de travail qui se pose et qui pourrait devenir effectivement une thématique forte. Il y a tout ce qui tourne autour des luttes anti-impérialistes liées à la place financière et aux multinationales, et là, il y a beaucoup d'embranchements. Donc ça, ce serait les 3, je dirais, un petit peu en dehors ou un peu quand même au sein du mouvement. Ou alors, il y aurait des luttes qui pourraient être lancées, et là, la question, c'est aussi, est-ce que finalement, ça doit être un mouvement de jeunes, caricaturé, souvent effectivement par les médias comme jeunes, autour des questions finalement de l'énergie. Parce que finalement, c'est une des questions centrales. Ce qu'on doit avoir, c'est une révolution de l'énergie. C'est-à-dire qu'on doit sortir des énergies fossiles de manière immédiate. Donc ça pose la question de est-ce qu'on veut lutter pour le contrôle et aussi de finalement avoir, en fait, tout simplement, peut-être de revenir à cette revendication de base qui est de dire, en fait, on veut sortir des énergies fossiles. Est-ce que c'est pas ça, en fait, que le mouvement climat devrait aujourd'hui remettre en évidence? Parce qu'en fait, elle ne l'a jamais martelé de ce point de vue-là, elle l'a amené d'une autre manière. Parce que la question, en fait, sous-jacente à tout ça, c'est est-ce que finalement, ces enjeux climatiques, ils vont servir à massifier, c'est assez clair à mon avis, des mouvements. Mais du coup, est-ce qu'il faut les lier forcément à d'autres luttes, ou est-ce qu'il faut essayer aussi de se dire, on utilise la force que peuvent avoir peut-être ces enjeux-là pour massifier l'ensemble et entraîner. Voilà. Et une autre question, là c'est très rapide, c'est quoi le rôle au final d'un parti politique révolutionnaire aujourd'hui? Parce que ça c'est une vraie question qu'on se pose. Moi je fais partie d'un parti politique, je suis en désaccord totalement avec sa ligne parce que je ne vois pas le sens de notre action politique. On est censé être un parti pratique, Solidarité en l'occurrence. C'est bien d'être dans un parti qui peut être d'accord avec la ligne. Mais bien sûr, mais ça pose la question vraiment de finalement, sert à quoi un parti aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut amener à l'ensemble de ces luttes? C'est finalement une question, c'est comme l'État, elle n'est jamais adressée. Donc est-ce que toi tu as un avis sur cette question? Sachant qu'on n'est pas dans le même. Robert, tu veux... Oui, moi je voulais rappeler le précédent du mouvement antinucléaire des années 70. Alors c'est très vieux, c'est très loin dans le temps, les années 70, mais c'était des manifestations plusieurs fois par année, de dizaines de milliers de manifestants en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis. C'est les pays qui me viennent à l'esprit où ce mouvement était le plus fort. En Suisse, on a fait, j'étais
j'étais un participant actif là-dedans dans ma jeunesse. On a fait des manifestations, une occupation en 75 à Kaiserhaus. On a réussi à empêcher la construction d'une centrale nucléaire, une grosse centrale nucléaire qui était prévue à Kaiserhaus, au bord du Rhin. On a réussi à empêcher à Genève, au bord du Rhône, la construction d'une grosse centrale nucléaire que l'industrie électrique avait prévu de construire à Verbois. En Allemagne, en France, aussi, il y a des projets précis de grandes centrales nucléaires qui ont été empêchés par des grandes manifestations de plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Et qui étaient ces manifestants? C'était bien évidemment des salariés. C'était peut-être pas des ouvriers d'usine, comme tu dis, de l'automobile, de la chimie, quoique il y a eu quand même quelques études sociologiques sur le mouvement antinucléaire suisse. C'était bien évidemment des salariés. Dans le capitalisme du XXe siècle, 80-90% de la population, c'est des salariés qui travaillent pour un patron. Et le mouvement antinucléaire suisse en particulier, non seulement il a réussi à empêcher la construction de ces deux centrales, c'est celles qui me viennent à l'esprit, il y en a peut-être d'autres, mais en plus, il y avait des bureaux d'ingénieurs liés au Parti socialiste, et le Parti vert, il s'est créé ensuite. Malheureusement, à mon avis, le Parti vert a été une diminution de la radicalité qu'avait le mouvement antinucléaire. Mais il y avait des ingénieurs du mouvement qui avaient élaboré des projets justement d'alternatives énergétiques, de développement de l'énergie solaire, des économies d'énergie. Et il y avait un dialogue, plutôt une polémique avec les ingénieurs de l'État, de la Confédération, avec les ingénieurs des grosses entreprises électriques sur les bonnes et les mauvaises solutions. Et très consciemment, le mouvement, alors toute la gauche et l'extrême gauche, moi j'étais à l'époque membre de la Ligue marxiste-révolutionnaire, faisait partie de ce mouvement. Il y avait une grosse polémique entre l'aile modérée, comme on disait, et puis l'aile radicale qui avait mené les occupations. Et très consciemment, il y avait eu un effort en direction des syndicats. Il y avait des réunions communes qui avaient été organisées et on avait obtenu au moins une neutralité bienveillante de la part des syndicats en Suisse. Et je terminerai là-dessus. Un livre qui était devenu le manuel des antinucléaires de langue française, c'était un livre élaboré par la CFDT, la Confédération, c'est une grande confédération syndicale française qui aujourd'hui est devenue molle et modérée, le moins qu'on puisse dire, mais qui à l'époque était plus à gauche que la CGT, aussi bien dans les luttes ouvrières, dans les usines, et qui avait élaboré ce gros livre qui était un manuel de toutes les questions liées à l'énergie nucléaire pour démontrer que c'était trop dangereux et qu'il fallait l'empêcher. C'est très bien que tu mentionnes cet exemple parce que je trouve qu'effectivement, il y a aussi des expériences politiques qui ont été faites et qui sont plus connues aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas que des, je trouve, tu l'as mentionné un petit peu, mais pas que des expériences sur la lutte et les victoires qu'il y a eu, mais aussi justement sur les questions et débats stratégiques qui ont eu lieu après, hein, sur la question de l'institutionnalisation du mouvement, etc. Et toutes ces questions, je pense, on devrait les retravailler, ces expériences, on devrait les retravailler parce qu'elles sont très utiles, elles seraient très utiles aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Sur la question les questions de Steven. La première, si je t'ai pas compris, si je t'ai pas mal compris, sur la question de si on ne devrait pas se focaliser sur des questions, des enjeux concrets.
Je trouve oui que ouais, effectivement qu'il y a des enjeux qu'on devrait utiliser comme justement des moments de coagulation des forces. Il y a un exemple que je trouve très important, on devrait aussi s'en inspirer, ou en tout cas essayer d'apprendre de cet exemple. C'est quand même l'initiative qu'il y a eu à Berlin récemment sur la collectivisation des logements. Merci. Donc, vous êtes au courant? Pas toutes. Ok. Il y a donc eu une initiative qui a été prise par une multiplicité de mouvements à Berlin qui visait à collectiviser les propriétaires d'immobilier de plus de 3000 logements, je pense. Donc les grandes entreprises immobilières. Cette initiative s'est basée sur un article de la Constitution allemande qui a été adopté donc dans l'après-guerre et qui permet, dans le fond, donc la nationalisation ou la collectivisation des richesses. C'est un article qui a été introduit donc dans l'après-guerre, dans ce mouvement très particulier qui est justement de l'après-guerre. Et donc, basé sur cet article, il y a eu cette initiative, elle était victorieuse à presque 60%. C'est donc un mouvement qui est pas seulement justement aujourd'hui les élections s'approchent en Suisse et tous les partis lancent de nouveau des initiatives dans tous les sens. Voilà, donc je pense que c'est vraiment complètement le contraire qu'il faudrait faire. C'est justement construire des projets politiques par le bas et qui permettent justement à construire des organisations, de la force organisatrice par le bas. Et c'est ce que cette initiative a réussi. Ils ont envoyé des centaines de militants dans les quartiers populaires où il y avait rien, il n'y avait pas d'organisation politique. Et ils ont essayé de mobiliser, et pas seulement de les mobiliser pour les faire voter, mais surtout pour rester organisés dans les quartiers. Et donc justement ça, moi je pense que c'est un des exemples qui pourrait être très intéressant. Après, sur la question des énergies fossiles, c'est quand même, je trouve, en Suisse un problème. Parce qu'on n'a pas de projet concret. Mais on a les banques, par exemple. Mais déjà là, ça pose... Moi, j'ai participé à des actions de blocage de banques. C'est quand même compliqué parce que si tu bloques une entrée de banque, ils font quand même leurs affaires à l'intérieur. C'est pas comme dans les mines en Allemagne où au moins, ils réussissent à interrompre la production pour quelque temps. Ça pose quand même des questions. Comment créer justement, pas seulement de l'attention médiatique, mais aussi un rapport de force politique. Voilà. Donc, mais dans le principe, je suis d'accord. Encore sur le parti, après, voilà. Je pense, après, on peut en discuter longuement, mais je pense l'ancienne conception du parti qui était un peu, pour faire vite et simplifier un peu, un type d'organisation qui liait les luttes sociales et qui ferait une traduction politique de ces différentes luttes. Moi, je pense que ça, en tout cas en ce moment, c'est pas là l'enjeu. Il n'est pas là l'enjeu. Je pense que l'enjeu pour les militantes et les militants anticapitalistes anticapitalistes est justement aussi de participer à fond dans la construction dans ces mouvements. Après, la question comment articuler ça avec une vision plus globale, et voilà, elle reste actuelle bien sûr, mais je pense que cette vision un peu surplombante, je caricature un peu, mais je pense que celle-là, il faut la dépasser. Parce que, voilà, je reste sur ça. J'ai une question, Brice. Ma question, c'est revenir aussi sur une partie d'un chapitre dans ton livre. Tu abordes des exemples historiques du 19e siècle où, notamment dans le milieu ouvrier, plutôt de sympathie anarchiste et socialiste utopique, ces ouvriers se posent la question et remarquent que par leur travail, que par leur salariat, ils produisent des fumées, notamment, et que celles-ci polluent l'air et donc indirectement polluent eux-mêmes leur propre famille. Donc en gros, par leur travail, ils s'auto-détruisent, ils s'auto-luttent. Puis ils se posent la question, mais que faire? Parce que j'ai besoin de travailler pour survivre, mais en même temps, le fait que je travaille
pollue mon endroit et donc atteint à ma propre survie. Donc ça c'est un exemple qui tenait au 19e siècle. Et puis, donc on voit une certaine conscience ouvrière où il se pose des questions sur... alors on est plus dans un mouvement déjà, comme je disais, des socialistes utopiques, etc. Mais quand j'ai lu cet exemple, que je trouve très intéressant, je me suis fait un rapprochement avec le 20e et notamment 21e siècle, notamment comme tu me dis, où l'avant-garde ouvrière était forcément liée au capitalisme fossile, sur comment, et selon toi comment, et où est-ce que tu aurais des exemples récents, comment vraiment concrètement permettre d'amener de faire rentrer ou d'amener une circulation réelle et concrète des idées entre un mouvement écologiste, donc anticapitaliste, décolonisé et antipatriarcal, comment amener ça dans le socle, pour moi qui est le socle central quand même de nos sociétés capitalistes, c'est le fait que nous sommes toutes et tous plus ou moins des salariés pour survivre. Alors il y a une minorité qui n'a pas besoin de travailler pour vivre, mais la majorité des choses sur la planète, pour survivre, c'est d'être salarié, c'est de se salarier. On a besoin de ce salaire pour payer son loyer, on a besoin de ce salaire pour manger, c'est vraiment le dénominateur commun. Après, il y a tout ce qui va autour de tous les systèmes violents qu'on subit, mais comment, en fait, vraiment amener... Alors, il y a eu l'histoire de la grève pour l'avenir, mais la grève pour l'avenir a amené les syndicats, mais on n'avait pas 60-70% de salariés au sein des manifestations. Il y avait beaucoup de gens qui sont des futurs salariés, qui étaient des étudiants et des étudiantes, mais comment aujourd'hui, est-ce que tu réserves, et comment aujourd'hui avoir vraiment une écologie, on pourrait dire ouvrière au sens vraiment des salariés qui reprennent concrètement la question écologique, en font quelque chose et vont pouvoir y entrer parce que aujourd'hui, moi, quand je parle à des salariés de la plupart du temps, ça dépend très vite de le métier, parce que toute transformation énergétique, etc., le court terme, c'est oui, mais demain, je dois payer mes fins de mois. Alors, on a eu ce mot qui, fin de mois, fin du mois, fin du monde, même combat, c'est clair, mais pour quelqu'un pour qui la fin du mois est vraiment compliquée, ces personnes-là, on ne les a pas vues dans le mouvement climat. Je pense que la plupart des gens dans cette salle, on a peu de salariés plutôt sur les bas revenus et il y a même toujours pas mal de gens qui sont issus du mouvement étudiant-étudiant, donc des salariés en devenir. Comment, selon toi, obtenir vraiment cette écologie du salariat au sens large? Parce que c'est ça, on a l'exemple de la ville de Berlin, ça c'est des citadins et citadines, des gens qui sont dans la ville, mais vraiment à travers ce dénominateur-là, qui pour moi peut se répandre vraiment sur la terre entière. Ça fait une grande partie de ce qui fait que quand je croise quelqu'un, je me dis il subit d'une autre forme, sûrement plus violente que moi, cette salarisation. Comment? Je ne suis pas sûr que tu aies la réponse, mais ou est-ce que tu as des exemples historiques récents aussi? Parce qu'il y a cet exemple 19e, je trouve très intéressant, où les gens ont vraiment conscience du problème. Mais est-ce que tu as des exemples qui sont plus au moins 20e ou deuxième partie du 20e? C'est toutes des questions très petites, hein. Il y a des exemples très petits, mais il y a quand même en France, par exemple, des salariés de l'aéronautique, par exemple, qui se mettent ensemble, qui se retrouvent, qui discutent justement de la question de la conversion. Il y a un article de Michael Correia sur Mediapart qui fait un peu l'exemple de toutes ces expériences. Il y a les raffineries de Total, mais où Grand Puy, voilà. Donc là où il y a aussi il y a ces mouvements justement d'alliance entre des ONG et des syndicats. Voilà, donc il y a des exemples mais qui sont très petits et qui justement, je vous ai donné des exemples d'Allemagne. Voilà, après, oui, je pense qu'il faut vraiment essayer aussi de penser, quand on dit travail, c'est vraiment pas le travail dans le sens abstrait, c'est le travail, il faut vraiment considérer comme une forme de Marx disait le métabolisme avec la nature. Et chaque forme de travail a une différente forme d'interaction avec la nature. Et ça pose justement la question très, très matérielle des intérêts et qui sont très différentes. Donc il faut vraiment partir de ces situations très concrètes et qui diffèrent beaucoup. Mais ouais, bon, je sais pas. C'est une question très... Non, mais je disais ça parce que dans les banques, quand il y avait les salariés des banques qui étaient concrètement dans la lutte au début du 20e, pendant la grève générale de 18, c'était pas la même chose que d'occuper la banque, c'est que la banque, les bourgeois ne pouvaient plus retirer d'un coup leur argent des banques, ce qui changeait un petit peu la manière dont ils voyaient les choses. Il y avait des questions de ce côté? Mais... Alors, moi je vais essayer d'être brève. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Urs. Donc, en premier lieu,
pour reprendre les vieilles sornettes de mon prof de philo Alexandre Schild par rapport à la question de la traduction. Il disait toujours, pour faire du travail intellectuel un peu sérieux, il faut lire les choses en langue originale, et l'allemand, ça donne accès à quand même pas mal de choses en sciences sociales et en histoire. Ceci étant dit, j'ai passé pas mal de temps en bibliothèque pendant mes études, et un truc qui m'a frappé en lisant des textes de Bloch, de Brodel, de l'école des Annales, c'est la nature militante du propos, et aussi toute la rhétorique et la dialectique marxiste et marxienne qu'on peut retrouver dans ses écrits des années 60-70, qui est plus du tout existante aujourd'hui dans les écrits. Ça prend une forme complètement différente. Pour donner un exemple caractéristique, la thèse de Jacques Marseille, elle est fourrée à tous les étages de dialectique et de ce type de discours. Et la question que je me pose, c'est, même si on n'utilise plus des termes comme colonialisme, impérialisme, etc., ces mots-clés, qui étaient ceux qui couraient beaucoup dans le monde académique européen et suisse à cette époque-là, est-ce que le propos actuel, notamment des historiens dans l'Académie suisse, est-ce qu'il est moins militant, même s'il prend des formes? Voilà. Est-ce que, donc, le monde... Si je peux répéter la question, parce que je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Donc, est-ce que donc, le monde académique des historiens et des historiennes en Suisse est moins militant aujourd'hui? C'est ça. En fait, ça prend plus du tout ces formes-là, ou peu. On ne trouve plus du tout ces dialectiques marxistes et marxiennes qui étaient liées au mouvement tiers-mondiste. Mais il y a certains écrits de certains historiens qui peuvent quand même relever de propos, guillemets, de gauche ou socialistes. Et quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est possible de dire des propos militants en tant qu'historien dans le monde académique suisse, et quelle forme ça peut prendre? C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai l'honneur ou la possibilité de discuter avec Steven dans les semaines, je sais pas, mi-décembre, une fois à Zurich, parce qu'il y a des historiens qui organisent justement une table ronde sur cette question-là. Je pense que c'est très limité. D'ailleurs, il faut quand même, on peut, même au niveau européen, hein, on compare les propositions que tiennent, par exemple, des scientifiques durs, entre guillemets, hein, des scientifiques du climat, par exemple, sur justement le militantisme, les questions justement de fond du système. C'est beaucoup plus radical actuellement que les sciences sociales. Et c'est quand même très surprenant justement quand on le compare avec les années 60 par exemple, où c'était quand même un peu l'inverse. Et donc, ouais. L'IED ou de HEI à Genève qui ne pourrait jamais sortir de la HEID aujourd'hui. C'était proche du mouvement terroriste, et aujourd'hui, en tout cas à Genève, moi je connais un peu Genève parce que j'y ai fait mes études, c'est plus possible de la manière dont D'accord, il y a des voix qui essayent, et je suis dans un groupe de jeunes historiens et historiennes qui essaient de réfléchir sur ces questions-là. Mais après, on est toujours un peu aussi dans des rapports de dépendance envers les superviseurs, etc. Et voilà. Hein? de la dépendance des Voilà. Et puis il y a toute l'histoire des mots-clés, du branding académique, de qu'est-ce qu'on met dans un projet. D'ailleurs, juste un truc, je dois prendre le train. Ouais, j'allais dire. Milo a du boulot demain, il doit aller à Bâle. Alors, peut-être prenons une dernière liste de questions. Ça te va si on arrête à 22h00? Je mets combien de temps pour aller à la gare? 15 minutes, max. 22h20, c'est le dernier train. Ok, on finit à 22h00, ça te va? Ouais, tranquille, il faut que le sort parte à moins 5. Ok. Alors, on a un quart d'heure. Qui a encore une question ou... Ouais. Ok. Robert, ton avis? Ouais, ok. Alors, ouais, alors, commençons par les personnes qui n'en ont pas encore posé, peut-être. Madame, c'était vous, madame? Non, monsieur. Ouais, ok. J'ai vraiment une question, elle va être très courte. Je suis secrétaire syndicale au syndicat des services publics. On vient de sortir d'un congrès des femmes de l'Union syndicale suisse. On a traité du sujet syndicalisme et féminisme. Je pense qu'il faudrait un congrès syndicalisme et écologie. C'est des choses qui sont importantes. Je pense que les syndicats, malgré tous les aspects de bureaucratisation, malgré tous les livres qu'ils ont,
c'est une des voies principales pour toucher les salariés en Suisse. Moi, je travaille dans le secteur des services publics, il y a des infirmiers, il y a du personnel de santé, il y a des enseignants, il y a aussi tout ce qui est propreté urbaine, des gens qu'on ne prend jamais en considération, ce sont aussi, à mon avis, des personnes qui pourraient être très intéressées par les problématiques d'écologie, etc. Ils ne sont pas ici ce soir, ils n'ont pas le temps. Il y a la vie familiale, on a parlé brièvement de féminisme, je pense que les femmes sont aussi un sujet social, mais le temps est limité et qu'il faut trouver des voies pour justement unifier le mouvement. La question dont parlait Steven sur la réduction du temps de travail est une question qui est relativement simple à prendre pour les salariés, difficile à porter, c'est un combat central entre le capital et le travail, mais qui est très importante et qui doit être mis en lien avec l'écologie. Moi, je connais relativement peu, mais sur la transition écologique, on entend beaucoup parler de diminuer le CO2, mais comment, par quels moyens, comment les salariés peuvent interagir avec ça. Et je pense que c'est ces questions-là qu'il faut porter. Je remercie Robert d'avoir rappelé les luttes des années 70 dans le mouvement féministe. C'est la même chose, on oublie, dans le mouvement militant, on oublie les luttes et on n'apprend pas les luttes passées. On commence quasiment toujours de zéro, chaque génération commence de zéro et c'est dommage. Donc j'ai pas lu ton livre, mais d'aller voir dans le passé, ça peut nous aider. Et donc, je conclus pour que tu n'auras pas ton train. Je pense qu'il ne faut pas se décourager parce qu'une fois, c'était difficile, cette tentative d'unifier lutte écologique, mouvement du climat et syndicats. Il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est important. Il faut insister. Les femmes, on a insisté. Ça fait des années qu'on est là avec les questions féministes dans les syndicats. Et ça a commencé à prendre. Et la grève féministe a eu ce grand succès parce que c'était les deux, les féministes et les syndicalistes ensemble. Après, on voit la difficulté de continuer, mais on a quand même décidé ce week-end d'aller vers une nouvelle grève féministe en 2023. Ça donne le temps aussi de réfléchir à la grève du climat, notamment, comment unifier ce mouvement, leur mouvement avec le nôtre. Donc il y a des perspectives et il faut insister, il faut continuer. Merci. Alors juste rapidement, sans vouloir, le but c'est vraiment pas de décourager bien sûr, mais il y a une perspective qui n'existait pas dans les traditions politiques passées, qui est celle du compte à rebours. L'enjeu en fait d'un point de bascule du fait qu'après, la vie, en tout cas sous une forme plus ou moins organisée, humaine sur Terre devient très compliquée. Donc il reste très peu de temps pour ça, et ça, dans les luttes passées, ça c'était pas forcément un enjeu, toute victoire était bonne à prendre d'une certaine manière. Donc voilà, qu'est-ce que ça change? Bon, je réagis? Ok. Oui, mais quand même, je pense, il y a quand même les exemples, par exemple, du mouvement avant la guerre, par exemple. Ou avant la Première et la Seconde Guerre mondiale, hein, où il y a, je pense qu'on pourrait aussi nouveau traiter ces exemples, les travailler, parce que là, il y a quand même la conscience de l'urgence et du mouvement clé. Mais bon, il y a l'expression de Rosa Luxembourg, hein, socialisme ou barbarie, c'est justement formulé dans ce mouvement-là de clé de centrale. Voilà. Donc ça, juste, mais en général, oui, et d'ailleurs c'est un problème, je pense, qui est d'ailleurs pas seulement lié au compte à rebours, mais aussi au fait qu'on est déjà en train de vivre la catastrophe. Donc c'est ce que je viens de dire avant. Sur le féminisme, entièrement d'accord, et je pense que c'est en lien avec la question des sujets. Je pense aujourd'hui en Suisse, le mouvement le plus grand qui pose la question du travail, c'est quand même la question c'est le mouvement féministe. Il faut quand même être voilà, il faut quand même reconnaître ce fait-là. Donc la question du travail, comment organiser le travail dans notre société, est posée par le mouvement féministe. Deux choses. Le point de bascule et le compte à rebours avant le point de bascule, tu l'as dit, c'est pas sans précédent.
tout le mouvement contre le nazisme, contre le parti nazi, contre Hitler dans les années 30, enfin non, dans les années, fin des années 20, début des années 30, était très conscient de ça, qu'il allait y avoir un point de bascule. Et malheureusement, on a basculé de l'autre côté, et puis le parti nazi est venu au pouvoir, alors qu'il n'avait pas du tout la majorité aux élections. La majorité aux élections, c'était le Parti socialiste plus le Parti communiste. Donc ce sentiment d'urgence avant un point de bascule, à partir duquel moment on aura basculé, tout sera pire, ce n'est pas sans précédent. Puis je veux juste conclure sur une pirouette. Aujourd'hui, on trouve normal que l'anglais, c'est la langue internationale de la science. Mais jusque disons, vers 1950, c'était pas l'anglais, c'était l'allemand. Jim Watson, celui qui a découvert en 1953 la double hélice de l'ADN, quand il est entré à l'université de Chicago pour étudier la biologie en 1946, il a dû s'inscrire comme étudiant de biologie au cours obligatoire d'allemand pour tous les étudiants en sciences de l'université de Chicago. Peut-être tout le monde en fait des cours d'allemand. Ok, tu vas. S'il vous plaît, dernière question. Cette dame-là, elle, visiblement, elle est pour l'étude de l'allemand. Oui, et aussi le nucléaire. Il ne faut pas oublier que c'est l'idée et puis d'ailleurs, on en parle plus, mais c'est encore d'actualité, la possibilité d'une destruction de la vie en raison des armes nucléaires. Donc, bon, il y a aussi des penseurs, c'est ça. Je pense que Michela, comme toi, comme d'autres, on est très sensibles à ça parce que des fils, ils existent. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les nouer. Genre, je ne dis pas qu'on peut poser les problèmes de la même manière, mais on ne part pas de zéro. Et puis, bon, ça le grand mérite aussi de poser ça. Moi, juste vite par rapport à cette histoire que j'ai posée avant, je pense, bon, sur le fond, on peut être d'accord ou pas, il faudrait approfondir ça, mais je trouve qu'il y a aussi peut-être quelque chose de contradictoire dans ce que tu dis. Et je crois qu'on est aussi à retourner l'impuissance. Et comme aujourd'hui le mouvement ouvrier n'existe plus dans des pays comme la Suisse et autres, au sens réel du terme, en termes de présence du travail, on retourne ça et puis on évacue ça peut-être un peu trop rapidement, je pense. Alors, comme tu l'as dit, la grève, c'est pour ça que je pense qu'il y a des points d'accord, peut-être c'est des nuances, mais que ce soit la question féministe ou d'autres aspects soulève ça. Mais après, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, parce que le rapport capital-travail, ils sont codépendants. Donc déjà à l'origine, dans la pensée socialiste, il fallait abolir ce rapport-là, donc s'abolir soi-même en tant que classe exploitée, pour aller très vite, pour penser autre chose. Donc quand tu dis les travailleurs qui participent au capital fossile, bon, en gros, ils vont jamais... bon, j'entends dans l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a des courants syndicaux autres qui ont le productivisme à tout prix, améliorer les conditions de travail et tout, mais ce n'est pas les seuls, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a même un de ces historiens critiques qui fait la relation entre les mineurs et puis la démocratie, on peut discuter. Au moins, il y avait un pouvoir de contrôle, de blocage, donc c'est toujours des batailles. Comme on peut parler de l'État ou d'autre chose, c'est des batailles. Donc je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en zone là-dessus. Puis même, on prend les exemples. Les salariés des fabriques de munitions en Allemagne ou dans le bassin de Saint-Étienne et de Paris en 17-18, ils font grève, j'entends, alors que c'est le pire truc qu'on puisse s'imaginer, j'entends, faut pas oublier ça. Donc c'est vraiment des questions de bataille. Et puis je pense qu'il faut faire attention avec ce discours-là, parce que si tu prends des copains comme dans l'État espagnol anti-capi qui essaient d'organiser des trucs et de penser à la reconversion industrielle à Cadiz, dans les chantiers navals. Les chantiers navals, c'est une aire de guerre pour l'Arabie Saoudite, il faut voir ce que c'est. Hein. Donc je pense qu'on va plutôt aller dans le sens de... Et tu as donné des exemples, c'est pour ça que je pense que sur le fond, on peut être d'accord. Après le sujet social, c'est une discussion compliquée, mais je pense qu'on a raison de la poser. Mais de mettre ensemble les gens, puis c'est aussi par là qu'on peut trouver des éléments. Parce qu'avant, on a dit les banques aussi, ici à Holcim, j'entends, on va relancer là-dessus, sur Holcim, et taper dessus, j'entends. Il y a des trucs en Suisse, pas seulement les banques, parce que comme tu dis, c'est un peu compliqué. Non, on est d'accord, juste. Je pense qu'un problème stratégique est que, justement, les luttes qui existent aujourd'hui, une grande partie des luttes qui existent, je pense une grande partie des luttes qui vont aussi se développer à cause de la destruction écologique, concernent des personnes, des groupes qui sont à la marge du capitalisme fossile.
Et je pense, et ça pose, ça pose la question du sujet, mais surtout ça pose la question de la création d'un rapport de force. Parce que si tu es à la marge, si tu es une petite productrice, je ne sais pas, en Amérique latine, tu es à la marge d'un système capitaliste, fossile, néocolonial, mais tu n'as pas le même levier, le même rapport de force qu'un salarié de l'automobile, justement des années, 50, qui justement participait aussi à créer ce rapport de force favorable justement à la création d'un État social, par exemple. L'organisation syndicale aujourd'hui Amazon, c'est décisif. Et Mais ça, oui, c'est typiquement le genre de truc où si des militants climat et tout, on a parlé de Smooth avant, et Smooth c'est peut-être moins qu'Amazon, mais c'est décisif. C'est décisif. Dans quel sens c'est décisif? C'est l'organisation dans les secteurs qui sont présentés comme des camps de concentration. Les travailleurs d'Amazon arrivent à bloquer Les paquets Amazon arrivent, que je sache. Quoi? Les Il y paquets a une Amazon arrivent. bataille aux que je sache. États-Unis en ce moment qui vise à organiser syndicalement. Ces luttes. Ok, peut-être qu'on peut continuer ça dans le moment apéro. On a quelques boissons qui sont prévues. Je sais. Merci Milo. Merci à vous.